Bonjour Hakim, bienvenue chez Maison Brochette. Bonjour, comment ça va? Ça va? Où est-ce que je vais? Eh ben Mehdi t'attend tout au fond. Trop bien. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, c'est un plaisir que tu sois là. Merci. Merci d'être avec nous. Je te parle de Cassandre, Enchanté Cassandre. qui va nous servir les brochettes pendant qu'on va discuter. Ça D'accord. te dérange pas de faire une interview pendant qu'on mange? C'est souvent du un peu tout. dérangeant pour les gens, tu sais, d'entendre les bruits de bouche et tout. Ah oui, c'est vrai. Oui, moi ça peut me rendre ouf. Mais c'est pas moi qui vais me T'entendras regarder. pas. Voilà, c'est ça, on s'en fout. Je te propose qu'on avance un peu Ok. et qu'on va voir un peu le plateau. C'est parti. Hakim Omiri, tu es humoriste, vidéaste, chroniqueur, animateur radio sur Nova, Ouais. vice-champion de France de boxe. À l'université. Ah, à l'université. Ouais. Oui, parce que moi j'avais vu ça sur la tête, j'ai fait oui, dis donc. Ouais. Voilà. Et donc sur scène, tu proposes Contexte du jeudi au samedi à 19h au théâtre Le Métropole. Je viens de terminer le Ouais. Métropole Ouais. et donc maintenant ce sera à partir de la rentrée au théâtre des Mathurins D'accord. tous les vendredis à 19h. Très bien. Je te propose qu'on passe aux entrées. Avec plaisir. C'est Casse la menace. Hello. Je les apporte. Alors pour commencer vous avez des œufs Ouais. mimosa. D'accord. C'est notre spécialité, c'est des petits œufs avec le jaune qui a été mariné dans un mélange teriyaki soja, ça donne une petite touche assez Ok. Merci Casse, t'es un amour. dégustation. Merci. Bon, Ok. écoute, on va pouvoir goûter à cette belle entrée. Allez. Pas mal, hein? Sympa. C'est très bon. Non, c'est très Ah, bon. c'est vraiment pas mal. Non, je me laissais le temps d'avoir le goût Ah oui. pour te donner un avis. Non, c'est très Explosion bon. de saveur, finalement. C'est très bon. Donc dans ton spectacle Contexte, tu dis, je cite, vouloir scruter avec sarcasme les questions brûlantes de notre société. Ouais. Donc là, tu t'attaques à des thèmes pour le moins divers et variés. Mhm. L'éducation formatée, la cancel culture, les théories complotistes même. Mhm. À la radio, tes chroniques sont engagées. Ouais. Tu dis même chez Camille Laurence, qui tient le podcast Café Clash, Ouais, je crois que c'est ça. voilà, que selon toi, tout est politique. Tout. Ouais. Donc ma première question est simple. Peut-on encore faire rire sans prendre position? Et est-ce que si tout est politique, un humoriste neutre, c'est un humoriste lâche? Alors, je pense que ne pas parler de politique, c'est déjà politique. C'est-à-dire que tu es assez privilégié pour que ça soit pas un sujet pour toi. Mhm. En fait, parler de politique, ça devient vital quand tu es concerné par les décisions qui sont prises, à quel point ça peut te mettre dans la merde dans ta vie de tous les jours, etc. Et quand pour toi la politique c'est pas important, c'est que t'es ultra privilégié. Ah bon? Bah ouais. Parce qu'il y en a qui se disent que, en fait, il y a une situation qui est déjà compliquée, qu'ils la subissent tous les jours, mais qui disent bon, bah tout ça, en fait, si j'ai déjà une vie compliquée, j'ai pas encore en plus envie de me casser la tête avec des histoires politiques. Il y en a qui se sentent loin de ça et qui ont peut-être pas envie d'en parler, d'en entendre parler tout le temps, qui trouvent ça peut-être un peu, qui s'abaisse un peu le moral, quoi, ça, de certaines personnes. Oui, mais là on parle d'humoriste. Oui, mais un humoriste, est-ce que le rôle d'un humoriste, c'est pas justement de nous sortir un peu de ce quotidien un peu nauséabonde? Alors à la base, les humoristes c'est plutôt des gens qui vont faire. C'est pourquoi on parle de Molière, pourquoi on parle de Coluche, pourquoi on parle de ces gens-là. C'est des gens qui critiquent ce qui ne va pas dans la société et qui aident ceux d'en bas à le réaliser, à les fédérer, à faire aller de l'avant. C'est pas censé juste distraire avec des trucs qui ont aucun sens ou aucun fond. À la base, t'es censé être engagé. Le Bouffon du Roi, il prenait des risques. Ouais. Tu vois, c'est ça en Toi, fait. tu te revendiques de cette mouvance de Molière, de Coluche? Je sais pas si je me revendique de ça, mais en tout cas, j'essaie de raconter des choses qui ont du sens. Et si c'est juste distraire les gens de ce qui se passe dans le monde pour que les choses continuent sans qu'ils en prennent conscience, j'alimente le système. Et donc moi, Les mon bons but, humoristes, à ton avis, ils alimentent le système? il y a des gens qui n'en ont pas conscience. Il y a des gens qui sont lâches, comme tu le dis. Il y a des gens qui juste ne savent pas le faire. Parce que c'est dur en vrai de faire rire avec des choses qui ne sont pas drôles. Donc il y a ceux qui le font pas volontairement, et il y a ceux qui savent que qu'ils seraient pas forcément forts là-dedans, ou tu vois, faut savoir faire ce qu'on sait faire. Des fois, faut savoir oser, mais ce que je veux dire, c'est que un artiste, c'est fait pour faire passer des messages. D'accord. Et même si tu fais rire de choses droite pas et de gauche, juste Ouais, qu'on ouais. précise, les deux. Ouais, dans tous les sens. Mais quand je dis politique, ça veut pas dire que c'est que de gauche. Oui, bien sûr. Oui. Mais
faire rire, c'est toujours soit au dépend de quelqu'un, soit de quelque chose. Et donc, la personne ou l'objet du rire, c'est politique. Mais justement, dans ce climat, tu vois, qui est quand même, politiquement, on est tous hyper divisés. Les gens, on a l'impression qu'ils s'entendent plus. Est-ce que t'as pas peur, au pire, de participer à cette division, au mieux d'être dans une espèce d'entre-soi politique où tu fais rire des gens qui sont seulement d'accord avec toi? Non, parce que je joue mon spectacle, je fais pas que la riposte. Quand je joue mon spectacle, j'ai des gens qui viennent dans la salle qui savent pas exactement ce que je fais. D'accord. C'est-à-dire que ça m'est arrivé dernièrement, là, il y a une femme qui m'a dit, je suis venu avec mon frère, qui vote RN. Donc il me connaissait pas, elle me connaissait, elle savait dans quoi elle l'emmenait. Et le gars, elle m'a dit, à la fin, sur le chemin du retour, on a discuté comme jamais ça nous est arrivé de discuter. Et du coup, ils ont pu échanger sur des sujets que j'aborde dans le spectacle. Et ça l'a fait bouger, lui, sur des positions. Ah oui? Ouais. Et le fait de recevoir ce message, ça m'a touché énormément parce que je me suis senti réellement utile. Et donc, non, mon objectif, c'est pas de parler qu'aux gens avec qui je suis d'accord. Et en plus, c'est surtout de parler aux gens qui ne s'intéressent pas à la politique, alors que la politique s'intéresse à eux. Ouais. La politique a un impact sur leur vie. Et il y a des gens que les informations oppressent et qui ne veulent plus regarder les informations parce que ça les déprime, parce qu'ils se sentent impuissants, etc. Et je veux rappeler à ces gens qu'en fait, on a encore un pouvoir et que le pouvoir en place nous fait croire que on n'a aucun impact sur eux. Ouais. Et donc, mon objectif à moi, c'est de redonner du courage, de l'espoir aux gens qui se sentent oppressés par le monde et le contexte dans lequel on vit. Mais il y a aussi, alors il y a le contexte politique, mais aujourd'hui, en tout cas, malheureusement, on a aussi un contexte géopolitique qui est très compliqué. Ouais. Tu parles beaucoup de la situation au Moyen-Orient et à Gaza notamment. La question va te paraître un peu triviale, mais est-ce que tu penses qu'un Israélien ou un Franco-Israélien, au même titre que le monsieur du RN qui était venu, peut venir dans ton spectacle et passer un bon moment et pouvoir justement peut-être participer à cet échange, à ce dialogue avec justement parce que c'est vrai que tu vois t'as eu des propos quand même assez durs, assez piquants. C'est aussi le rôle d'un humoriste, tu vois. Mais est-ce que tu penses que si je prends ton exemple, un mec qui vient d'Israël, un franco-israélien qui vient dans ton spectacle, passe un bon moment? Alors j'ai plein de franco-israéliens qui sont venus. Ouais. Et j'ai plein de franco-israéliens qui m'ont remercié de ce que je faisais à la radio et sur scène, parce que ils m'ont dit qu'ils se sentaient isolés parfois dans leur famille, que pour eux c'était compliqué. Parce qu'il y avait un clivage déjà dans leur famille. Ben oui, parce qu'en fait c'est des gens qui sont dans des boucles de mails, de messages WhatsApp, etc., qui sont nourris que d'informations qui vont dans une seule direction. Et qui s'imaginent dans un complot, qui pensent à l'antisémitisme, à l'histoire, etc., et qui sont dans un rejet de tout ce qui peut aller à l'opposé de leur manière de penser. Et donc c'est très compliqué quand t'es israélien et pas pro-Netanyahou, ou quand t'es ne serait-ce que juif français et pas pro-Netanyahou, de t'exprimer parce que il y a des gens de ta communauté qui vont te dire que tu les trahis. Alors qu'en vérité, t'es plus en accord avec l'histoire de ton peuple que eux. Et un pro-Netanyahou, il dirait quoi devant ton spectacle, tu penses? Je pense vraiment, je parle de la personne qui n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Comme après, dans le spectacle, à l'heure actuelle, je parle peu de ce qui se passe en Palestine. Cependant, à partir de septembre, il y aura un sujet dessus. Mais quelqu'un de pro-Netanyahou, ça dépend à quel niveau, mais moi, je suis pas là pour... Est-ce que tu penses qu'avec le climat, parce qu'un mec du RN, aujourd'hui, oui, à la limite, on peut encore un peu parler entre mec du RN et pas et ça mec dépend de gauche. pourquoi tu votes RN, mais ça me paraît compliqué. Voilà. Mais je me dis, est-ce que c'est pas plus compliqué pour un pro-Netanyahou aujourd'hui, avec la situation actuelle, de venir... je trouve cette question intéressante. Alors oui, mais en même temps, tu vois, j'ai discuté avec dernièrement avec des gens que je suivais et que j'aimais sur les réseaux sociaux, qui sont révélés être pro-sionistes, pro-Netanyahou, etc., et qui remettent en cause l'ONU, les droits de l'homme, etc. Enfin, en fait, pour eux, tout est faux. Et du coup, en fait, là, c'est, j'allais dire, presque impossible de discuter avec eux parce qu'ils nient le réel. D'accord. Donc, à partir du moment où tu peux pas argumenter sur des choses réelles avec les gens, tu peux pas débattre réellement. Pour faire changer quelqu'un d'avis, il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable d'entendre des arguments qui sont vrais. Et si tu nies ce qui est vrai, effectivement, là, il y a pas de discussion possible. D'accord. Tiens, on parle de gens de pro-Netanyahou, on parle de gens du RN, mais globalement, c'est qui ton public?
C'est tout le monde, c'est une partie de la population, c'est des jeunes, c'est des vieux. Franchement, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des jeunes, des gens qui m'ont suivi via les réseaux sociaux, Golden Moustache, etc. Ouais. Il y a des gens qui m'ont découvert sur Nova. Il y a des gens qui m'ont découvert juste avec la seule chronique que j'ai fait sur France Inter. Il y a de tout en vrai, de tous les âges, de tous les milieux sociaux. Il y a des gens qui sont, ça se voit, ils sont blindés. Il y a des gens qui sont plus modestes et qui sont contents que les places soient pas trop chères. Il y a de tout. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup plus de gens de gauche et de centre que de droite. Mais j'ai fait un spectacle qui est censé marcher auprès de tout le monde parce que tout ce que je dis est sourcé et vérifiable. Et puis surtout, je traite l'absurdité de certains choix et du coup, ça concerne tous les gens qui vivent en France en vérité, ce que je raconte. Tu comprendrais que des gens viennent voir ton spectacle seulement parce qu'ils sont d'accord avec toi et pas parce que tu les fais rire? Je pense que c'est impossible. Je pense que c'est impossible d'être d'accord avec moi et que je te fasse pas rire. Ah ouais? Oui, ça existe pas ça. D'accord. Il y a personne qui est venu voir mon spectacle et qui a juste regardé le truc comme ça en disant c'est intéressant et qui a pas ri. Jamais arrivé. Bon bah c'est une bonne nouvelle déjà. Oui, bah c'est mon métier. C'est mon métier. Je veux dire, je suis pas conférencier, donc non. Avant tout, les gens viennent pour rire. Et ensuite, il se trouve que par le rire, je fais passer des informations, mais il y a pas des gens qui regardent sans réagir. C'est impossible que je te cueille pas durant le spectacle. Ok. Cite-moi 3 bonnes raisons d'aller voir ton texte. C'est un spectacle qui est humaniste, qui est bienveillant et qui est pas dans le jugement. Pour de vrai, hein, c'est un spectacle où je vais te donner des informations, mais je veux pas te dire ce qu'il faut penser. C'est à toi après d'en faire ce que tu veux. On n'est pas dans la bien-pensance. Ouais, en tout cas, je suis pas donneur de morale, donneur de leçons, etc. Dans le spectacle, c'est pas du tout ce que je souhaite faire. Ce que je souhaite faire, c'est donner des clés aux gens, et après ils en font ce qu'ils veulent. Et s'ils sont honnêtes intellectuellement, le chemin semble assez logique. Ok, très bien. Bah écoute, finissons d'abord ces entrées, avant de passer au plat. Que casse la menace, Noran? Moi, je trouve ça intéressant de débattre avec des gens avec lesquels je suis pas d'accord, mais à partir du moment où le débat est honnête. Oui, bien sûr. À partir du moment où tu peux écouter les arguments, si tu es dans ta position de j'ai raison et tu n'écoutes pas ce qu'on t'amène en face, il n'y a aucun intérêt, c'est une discussion de sourds, donc du coup, c'est inutile. Bien sûr. Tu me dis que des gens ne supportent pas Pascal Praud, je pense que les gens qui ne le supportent pas ont assez écouté justement ce qu'il disait, vu qu'il a la parole absolument tous les jours. Il n'y a personne qui le déteste gratuitement. Il n'y a personne qui détestait Pascal Praud quand il parlait de foot. Ouais. Tu vois? Donc si les gens le détestent, c'est pas gratuit, c'est parce que il a fait assez de sorties qui sont immondes pour qu'on puisse détester Pascal Praud. Il y a des gens qui l'aiment aussi, bien sûr, mais je pense que les gens qui le détestent ne le détestent pas gratuitement. Tu peux pas dire ils l'écoutent même pas, ils l'écoutent plus. C'est-à-dire qu'ils ont assez écouté ce qu'il disait pour plus avoir envie d'écouter ce qu'il dit parce que c'est nauséabond. Ça s'entend. Tu vois, moi je déteste pas les gens gratuitement. D'ailleurs, j'ai très peu de temps pour détester les gens, je sais pas que ça à foutre. Mais quand il y a des gens que j'aime pas, c'est parce que à de nombreuses reprises, ils m'ont montré que ce qu'ils avaient à dire n'était jamais pour que le monde aille mieux. Ouais. Qu'est-ce que tu apportes au monde? Est-ce que tu as envie d'amener des choses positives ou pas? Si t'es que dans la division, pointer les gens du doigt, montrer les plus faibles, les plus pauvres, etc., en disant que c'est eux le problème, bah non, en fait, on n'a pas la même vision du monde et effectivement, je déteste ta façon de voir le monde. J'ai pas grandi, tu vois, je suis pas un mec de Disney, tu vois ce que je veux dire, mais il me semble que les personnes mauvaises ne sont pas mauvaises gratuitement, elles sont pas mauvaises parce qu'elles sont nées mauvaises, il leur est arrivé des choses, il y a eu un problème d'éducation, il y aurait eu un parcours. Qu'il n'y a pas de gens méchants, avec des gens bêtes, Ouais. la bêtise même n'existait pas, c'était que de la paresse. Oui, parce que aujourd'hui, et d'autant plus aujourd'hui, en vrai, si tu as envie de t'élever aujourd'hui, si tu as envie d'apprendre des choses aujourd'hui, il y a assez de matière avec Internet pour devenir quelqu'un d'autre, quoi. Oui, ou pour aussi apprendre de la merde. Exactement. Oui, bien sûr, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, mais là, ça devient ton choix. Ouais. Alors certes, quand tu es sur Internet, les réseaux font en sorte que si tu as liké un truc, ils vont te donner beaucoup de choses qui vont dans cette direction, parce qu'ils veulent que tu restes sur l'application, et le fait d'être complaisant avec toi, être toujours d'accord avec toi, ça fait que tu as plus de chances de rester sur l'appli. N'empêche que, si tu as la curiosité et l'envie de connaître la vérité sur des choses,
ça vient de toi et c'est ton choix. Oui, mais c'est aussi ce rapport à, tu vois, c'est toujours plus facile d'aller chez les complotistes parce que c'est plus facile à intercepter l'information. C'est là aussi le rapport à la paresse. Demain, tu te dis, ok, pourquoi est-ce qu'on a le Covid? C'est parce qu'en fait, je sais pas, il y a des méchants Chinois qui ont ramené le Covid. C'est plus facile de penser ça, d'imaginer ça, que de se dire qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte et d'essayer de les comprendre et de les chercher, de lire et tout tralala. Il y a aussi ce rapport à la paresse. Casse la menace est là. Je peux bondir un peu. Et que vous aimez le parmesan. Là, c'est bien le parmesan. Ouais. Les aubergines. Avec une montagne de parmesan. Donc, Ok. Tu m'as dit, c'est quoi des œufs? c'est aubergine parmigiana. Ok, C'est pardon. aubergine confit, tomate, parmesan, fromage. Ok, merci beaucoup. Merci. Hop là. Je disais, c'est vrai que t'as pas eu le droit de réponse. En fait, moi j'ai du mal avec le mot complot, dans le sens où ça sous-entend que les gens qui croient à des complots sont stupides, ils ont une paresse intellectuelle comme tu as pu le dire. Sauf que la vérité, c'est que les complots ça existe. Et de juste tout mettre dans « Ah, c'est un complotiste, c'est une personne qui est stupide », c'est trop facile. Non, mais c'est une personne qui est paresseuse. Non, Non, mais parce que non, regarde, laisse-moi aller au bout de mon idée. Vas-y. Des complots, il y en a. Des assassinats, il y en a eu. Oui. Des massacres, de la fausse information, il y en a. Donc, juste dire c'est un complotiste, c'est ridiculiser quelqu'un en disant ouais bah il prend pas le temps de réfléchir parce qu'il pense que c'est un complot. Sauf que il y a des complots. Il y en a. Est-ce que C'est faux. Non, tout n'est pas un complot. Il y a là des on dit que les complotistes sont des Oui, mais c'est devenu un mot trop à la mode, un mot valise où non, tu mets tout le monde, tu mets tout le monde dedans. Tout est un complot. Enfin, en tout cas, dire qu'il y a des gens qui sont complotistes, c'est masquer les vrais complots aussi. Oui, et c'est faire en sorte de, c'est pas la peine de l'écouter vu que c'est un complotiste, donc ce qu'il dit c'est faux. Alors qu'en vérité, des complots, il y en a. Là, on parlait du Moyen-Orient, mais il y en a eu des complots pour faire en sorte que, typiquement, le 7 octobre, c'est une attaque qui est réelle, etc. Le 11 septembre, c'est une attaque qui est réelle. Autour de ça, d'un côté comme de l'autre, ça a été comploté, c'est-à-dire que ça a été organisé, etc. Donc des complots, il y en a. Et alors après, il y a des gens qui vont réfléchir sur le complot en soi, qui vont dire non, en fait, c'est pas eux qui l'ont organisé, c'est eux, en fait, eux, ils se sont laissés attaquer. Ouais. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses, mais c'est trop facile de dire juste c'est un complot et du coup ça décrédibilise. Bien sûr. Oui. Parce que dire c'est un complot, ça empêche de réfléchir. Des complots, il y en a. Oh, c'est fou, hein. C'est très bon en tout cas. Moi, ça m'a brûlé la bouche. Écoute, plutôt que de parler de complot, j'aimerais qu'on parle un peu de toi. Allez. Ton histoire. J'ai été étonné de lire ça. À 14 ans, on te diagnostique un cancer du poumon. Ouais. Donc pendant 1 an, c'est ça à peu près, tu te bats. 1 an et demi. 1 an et demi. Tu te bats et ça passe par la chimio et radiothérapie. C'est ça. Alors, on parle beaucoup du cancer des enfants et des adultes. Ça se passe comment pour un ado? J'étais en pédiatrie, donc j'étais avec les enfants. Moi. Ok. Et c'est à la fois horrible et une chance. C'est-à-dire que quand tu es en pédiatrie, il y a quand même des soins qui sont différents que quand tu es un adulte. Ils font un peu plus attention à toi. J'avais beaucoup de prises de sang, beaucoup de ponctions, etc. Et chez les enfants, je sais que tu as une crème pour insensibiliser un peu ta peau pour que tu aies un peu moins mal. Et je crois, en tout cas à l'époque, qu'il n'y en avait pas chez les adultes. Chez les adultes, tu étais censé te faire ta piqûre et assumer la douleur de la piqûre, quoi. Donc c'est des petits détails comme ça qui changent le confort de ton traitement au fil du temps. Et oui, donc j'étais avec des enfants, donc j'ai vu des enfants bien plus jeunes que moi être malades et ça te permet de relativiser et de te dire que malgré tout, dans ton malheur, t'as de la chance parce que moi j'étais quand même conscient de ce qui se passait alors qu'il y avait des gamins qui avaient 4 ans, 5 ans, qui savaient pas ce qui leur arrivait et qui avaient un peu le sentiment d'être punis sans avoir fait de faute. Et c'est compliqué d'expliquer à un enfant si jeune pourquoi il doit rester enfermé dans sa chambre alors qu'il a envie de courir, sortir, etc. Tu vois. C'était ton cas, toi, non? Ou tu avais peut-être un peu plus de recul là-dessus, vu ton âge? Non, moi j'arrivais à comprendre que les traitements nécessitaient que je reste enfermé pour mon bien, en fait. Ouais. Parce que certains traitements détruisent tes défenses immunitaires et que du coup, le moindre rhume, ça peut te tuer à ce moment-là. Donc moi, quand par exemple, j'ai eu une autogreffe et que je me suis retrouvé sous bulle, je comprends pourquoi je suis sous bulle. Je suis sous bulle parce qu'il faut pas que je chope le moins de microbes, parce que le moins de microbes, il va me tuer. Mais quand t'as un gamin de 4 ans qui est sous bulle et que tu lui dis que t'as pas le droit de descendre de ton lit, il peut pas forcément comprendre ce qui est en jeu. Tu vois, et ça, c'est compliqué. Donc oui, le fait de l'avoir eu jeune, c'est difficile et en même temps, moi, je l'ai pas eu
trop jeune, ce qui fait que j'arrivais à comprendre ce qui se passait. Et comment t'as passé cette étape-là? Comment tu l'as vécu? C'est 1 an et demi. Comment tu les as vécus? Bah, tu vis les choses au jour le jour, en vrai. Parce que la guérison... Hein? Tu penses à demain? Oui et non, c'est-à-dire que... bah, il y a des étapes dans ta guérison, etc. On t'annonce des choses. Dans 1 mois, tu auras le droit de faire ça. Dans 1 mois, tu auras le droit de sortir un week-end, etc. Donc, tu t'accroches à ces trucs-là. Et en même temps, il faut que tu sois dans le jour présent parce que ce que tu as à vivre aujourd'hui, c'est parfois difficile à vivre, Bien sûr. à soutenir. Et, bien sûr. Puis, il y a des traitements qui font mal, il y a des traitements qui te font vomir, il y a des traitements qui te font perdre du poids. Donc oui, c'est compliqué, mais en même temps, bah moi je me disais bon, on va vivre chaque jour comme pas comme le dernier, en façon de tes corneilles. Mais en gros, ça sert à rien de se projeter sur ah ok, j'ai encore 8 mois de traitement. Je kiffe le moment présent si j'ai à kiffer, je me bats le moment présent si j'ai à Voilà, exactement. Okay. On va faire étape par étape. Moi j'aimerais juste rendre un petit hommage à une association si tu me le permets. Bien sûr. Qui s'appelle AIDA. Je sais pas si tu connais. Ça me dit rien. AIDA, c'est une association qui accompagne les adolescents atteints du cancer, de toute façon, et même d'autres maladies aussi. Et en fait, si tu veux, voilà, ça passe par des activités, ça passe par un accompagnement à l'hôpital, ça passe même par un accompagnement professionnel aussi, parce qu'il y a cette question quand, je sais pas, t'as 16, 17 ans et après tu veux... qu'est-ce que tu fais après, quoi? Quelquefois, l'après-cancer est même plus difficile, tu vois. Donc voilà, je voudrais le rendre un petit hommage. Et donc toi, en fait, ton truc à toi, pendant que t'étais en train de te battre, c'était l'humour. T'avais des posters... Je regardais beaucoup de comédies. Ouais. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai regardé Marie à tout prix beaucoup de fois. Ouais. C'était déjà politique ce que tu regardais ou pas? Pas trop? Bah, mis à part Coluche, Les Inconnus, moins les nuls quand même, c'était moins politique les nuls. Les Guignols de l'info, ce genre de choses, oui, c'était politique. Ouais. Mais sinon, le reste, c'était surtout de l'humour, plutôt bienveillant. Mais par exemple, typiquement, quand je regardais Jamel à cette époque-là, ouais. c'est malgré tout, Jamel en soi était politique. C'était le premier rebeu vraiment qui fédérait tout le monde et qui, enfin pas tout le monde, mais en tout cas un grand nombre de personnes, et qui malgré tout avait des choses à dire parce qu'il racontait la banlieue comme ça n'avait pas été raconté jusqu'ici. Et puis il était un peu un étendard et tu le voyais à côté aussi de grandes stars, tu vois, qui venaient peut-être de milieux un peu plus bourgeois. Et oui, donc il montrait un possible. Ouais. En soi, tu vois, typiquement quand je te dis que tout est politique, même quand tu fais pas de la politique et que t'es Jamel et que tu es présent dans ce genre de choses, Omar Sy aujourd'hui est bien plus engagé déjà. C'est vrai. Donc ouais, tout est politique. Même quelqu'un qui prend pas la politique et est dans une émission entourée de gens de toutes sortes de milieux sauf le sien, c'est déjà un message. Ouais. Donc mais aujourd'hui, en fait, il n'y a plus un Jamel. À l'époque, on avait un rebeu. Mais on s'est tous multipliés. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Non, mais c'est pas ça. C'est que en vrai, à l'époque, je me rappelle que entre guillemets, Jamel a pris la place de Smaïn. C'est-à-dire que c'était comme s'il y avait la possibilité qu'il n'y ait qu'un seul rebeu vraiment connu, tu vois. Et aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est-à-dire que des gens avec une origine ethnique différente que purement franco-française, il y en a beaucoup plus dans les médias. Ça permet de s'identifier à beaucoup plus de gens, d'avoir des voix qui portent différemment parce que on n'est pas tous d'accord avec ce qu'on a envie de dire et ce qu'on a envie de raconter. On n'est pas une seule entité. Et donc, c'est important la diversité à ce niveau-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il dirait le Hakim d'aujourd'hui à cet adolescent qui se battait? Bah, t'as réussi une bonne partie du chemin que t'avais envie de faire. Et tu t'es pas trahi. Donc continue. Très bien. Écoute, on finit quand même le plat pour passer au dessert. Parce que là, on a eu des discussions très profondes. Je peux dire que ça va pas être le cas du dessert. On va dire pas être le cas. Ah bon? Voilà. Ça, c'est une île pas flottante. Et si on essaie d'être drôle et des tentatives. T'as encore de la place. Hein. Oui. C'est quand même assez léger. En fait, je savais pas si t'avais mangé ou pas avant de venir. Donc...
Écoute, là, on est sur totalement autre chose. Là, on se lâche, tu vois, tranquillou. Je te propose qu'on fasse une interview qui s'appelle l'interview français. Ok. Parce qu'en France, c'est on catalogue souvent les choses à droite ou à gauche, tu vois. Genre, on sait que le 16e, c'est plus à droite quand même. Voilà. C'est moins qu'on puisse dire. Donc, moi, je vais te sortir des mots, des personnes, des objets, des pratiques, et tu vas devoir me dire si selon toi, c'est à droite ou à gauche. Ok. Ça te va? Ouais, je veux bien prendre l'eau. Ouais, merci, désolé, c'est gentil. Merci, Cass. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, on commence. Hakim, un grippin, droite ou gauche? T'as vu que je peux même pas répondre facilement à des trucs comme ça. J'ai envie de dire droite. Ah ouais? Ouais. Ok. Même si c'est un truc qui est plutôt accessible à tout le monde, c'est... je sais pas, je vais dire droite. Ok. Un journaliste? Droite. Un musulman? Gauche. Manuel Valls? Droite. Ah ouais? Oui. On sait pas. Non, droite. Non, il y a pas de... On sait pas, il est de droite. Le missionnaire? Tu parles de la pratique ou du gars qui va en mission? Bah, je dirais de gauche. Très bien. Radio Nova? De gauche. Voilà. La douche? Gauche. On dit souvent que les gauchistes puent. Ah ouais, non, bah justement, alors je sais pas d'où ça sort ça, mais... Bah non, mais non, gauche, on prend des douches. Bon. On prend des douches, c'est les bains qui sont de droite. Porte de la Chapelle? Porte Gauche. de Saint-Cloud? Bah droite. Macron? Droite. L'humanisme? Gauche. La drogue? Droite. Ah bon? Ouais. Pourtant, t'as des députés qui... Ouais, mais la drogue, c'est les mecs de droite qui en consomment, c'est les gens de gauche qui en subissent les conséquences. La viande? Droite. La viande halal? Droite quand même. Oh, d'accord. Très bien, t'as bien répondu. Hein? J'adore. Ah, tu juges mes réponses? Bah non, mais j'ai bien répondu, parce que t'as été quand même assez direct. C'est okay. Qui prennent du temps à répondre, ils argumentent, et non, c'est bien là, ça. Ah, mais là, tu me demandes de répondre assez vite. C'est très bien, c'est très bien. Merci pour ça d'ailleurs. On va passer à la dernière interview, celle-là aussi pareil. Je vais répondre un peu du tac au tac. Ouais. L'interview casse-tête. 4x6. Wow, j'ai failli bugger. Ouais, j'ai vraiment bugué 24. Très bien. Es-tu libre ou est-ce que tu penses que tu as juste assez de confort pour oublier que tu ne l'es pas? Je suis pas libre. Je me bats pour ma liberté dans un monde où je ne le suis pas. La capitale de l'Uruguay? Aucune idée. C'est Montevideo. Montevideo, je trouve ça super drôle. Pardon. Hakim Omiri Body Count? Non, on parle pas de ça. Est-ce que tu serais capable de te contredire en public ou est-ce que ton ego s'est abandonné à sa propre version de la vérité? Si j'ai eu tort, j'ai eu tort. Hein. Ouais. Tu serais capable en public de te contredire, de dire j'ai eu tort et tu... Bah oui. Très bien. Mais c'est important. C'est essentiel ça même. Parfois tu dis des choses et t'évolues et t'apprends, et surtout t'apprends de tes erreurs comme n'importe qui. Il y a personne qui est parfait dès le départ. Et puis surtout parfois tu dis des choses et t'as pas tous les éléments en fait. Ouais. Et donc d'apprendre quelque chose d'autre entre temps fait que ton avis change. Certains se disent des règles de communication, il faut pas, donc toi tu le fais, c'est très bien. Complète les paroles. À faire pâlir tous les marquis de Sade, à faire rougir. Aucune idée. Les putains de la rade. Tu veux me faire dire des gros mots en fait? Pourquoi pas. Vrai ou faux, les bien-pensants nous les pètent? Non, faux. En fait, c'est quoi les bien-pensants? Parce qu'en vérité, si des gens pensent qu'il y a la manière de penser, qui pensent qu'il y a de la vérité. Mais en vérité, si t'essaies de bien penser, c'est une bonne chose. Et en fait, donc ça veut dire que t'es saoulé par les gens qui essaient de penser convenablement. Saoulé par les gens qui pensent pas comme toi. Qui pensent que justement. Ah non, c'est pas pareil. Non, tu me parles des bien-pensants. Les gens qui pensent bien, je suis désolé, ils cassent pas la tête. Ils essaient de faire évoluer le monde dans le bon sens. Mais quand on dit des bien-pensants, on pense vraiment à ceux qui pensent penser de la bonne manière. Il y a un bon courant de pensée. La bonne pensée. Tu vois. Que toi, par exemple, tu as la bonne pensée. Par exemple, c'est pas si je te dis, tiens, voilà, tu goûtes ce cocktail, que toi tu trouves qu'il est génial. Moi, je dis qu'il est pas bon. Tu me dis, t'es un connard de dire qu'il est pas bon. Non, il est bon. Mais ça, c'est de la merde. Ouais, c'est une question de goût. Ouais. C'est une question de goût. Ouais, quelqu'un qui va te dire que ton goût... C'est pareil. Demain, je sais pas, par exemple, Non, la politique, c'est pas du goût.
La politique, c'est ancré dans le réel. C'est une manière de penser le monde. Il y a des perceptions différentes du réel. Bien sûr, mais c'est une perception et il y en a qui se trompent. Donc voilà pourquoi il faudra peut-être pas de bien-pensance. Oui, mais peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu me dis, pour toi, la bien-pensance, c'est quelqu'un qui dit t'as pas le droit d'avoir ce goût-là, je te dirais que c'est quelqu'un qui a tort. On n'impose pas les choses aux gens. Il faut les convaincre. Il faut leur amener des arguments. Il faut les amener à ce qu'ils comprennent ton cheminement de pensée et qu'ils y trouvent du sens. Mais leur dire c'est comme ça et pas autrement, ça c'est du fascisme. Ok. La blague la plus nulle de ton répertoire? C'est des steaks qui arrivent sur une île déserte et au début ils commencent à se monter un petit campement pour survivre, puis au bout d'un moment il y en a un qui se retourne et il les voit plus, il dit mais vous êtes où les steaks, vous êtes où les steaks? Puis il y en a un qui sort derrière un arbre puis il dit on steak haché. Voilà, ça c'est bien nul. Génial. La personne la plus importante de ton répertoire? Ma mère. C'est une très très bonne réponse, parce qu'il y en a qui auraient répondu oui, non, le président, je sais pas quoi, c'est la réponse que j'attendais. Ah ouais. Hein. Et dernière question, si tu avais quelque chose à dire à Dieu, maintenant tout de suite, regarde la caméra et dis-lui. Tu avais une chose à lui dire. Je comprends pas toi ce que c'est de faire là. On comprend pas trop la direction artistique de ce que tu es en train de faire. C'est noté. Merci beaucoup à Hakim Omiri d'être venu. On rappelle, donc c'est au Théâtre des Mathurins à partir de la rentrée. Ouais. Vendredi à 19h. Vendredi à 19h. Voilà, il est retrouvé aussi sur Radio Nova. Ouais. Alors, Riposte, c'est ça? Ouais, la Riposte, on enregistre tous les lundis à 18h30 et c'est diffusé en intégralité tous les mardis. Très bien, c'est noté. Et nous, on se dit rendez-vous dans un mois avec un nouvel invité. Ah tiens, d'ailleurs, attends, c'est Sandrine Rousseau, la prochaine invitée. Ok. J'adore, je suis fan. T'es fan? T'arrives à être fan de Sandrine Rousseau et de Pascal Praud en même temps, toi? J'adore. Les deux. Les deux? Ah ouais, donc t'as vraiment aucun avis, t'aimes tout le monde. Psychologique. Ouais, parce que là, je pense que les deux ont pas grand chose en commun quand même. Oui, mais j'adore quand même. Est-ce que t'as quelque chose à lui dire à Sandrine? Ouais, est-ce que c'est pas compliqué parfois de véhiculer ses idées sans devenir la caricature qu'on a envie qu'elle soit? Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin, à bientôt les amis.